il y a quand même aussi d'autres problèmes qui sont la conséquence de la dénaturation du mariage et de la filiation. C'est donc la question de la PMA et de la GPA, mais qui sont liées, parce qu'en fait la question de la PMA et la GPA, c'est pratique. D'abord, je rappelle de quoi il s'agit. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. C'est l'ensemble des techniques qui permettent la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Donc c'est l'insémination artificielle par les gamètes du conjoint concubin ou par un donneur, et la fécondation in vitro suivie de ce transfert d'embryon. La gestation pour autrui, très mal nommée, parce que gestation c'est un terme qu'on vise le monde animal, déjà à la base, bref. Donc le mot gestation pour autrui ne convient pas du tout, mais enfin, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va quand même l'utiliser. C'est le fait pour des personnes qui désirent un enfant, de demander à une femme de porter un enfant qu'elle leur remettra à sa naissance. Bon. Ces pratiques posent de multiples problèmes, mais je ne vais pas pouvoir les identifier tous ici, ils sont là si ça vous intéresse. Pour que les choses soient claires, je pense que c'est pareil pour Béatrice, et à mon avis là ça a toujours été zéro. Moi ici je touche 30 centimes par livre, donc c'est pas une opération commerciale, c'est juste que je me suis donné du mal pour essayer de réfléchir et de trouver les arguments pour lutter contre ces pratiques, et maintenant je me dis que plus ces arguments sont accessibles à tous, et plus on avance. Voilà, mais ce n'est pas du tout ici une opération commerciale. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, tout est là-dedans, mais je voudrais dire, identifier avec vous quand même, pour moi, un des problèmes principaux, et qui est commun à la PMA et à la GPA. Alors, je parle ici de la procréation médicalement assistée avec donneur. La procréation médicalement assistée au sein du couple, elle pose des questions quand même de conformité avec la dignité de l'espèce humaine et de la façon de concevoir des enfants, mais je vais mettre ça, disons que là on est plutôt en état d'urgence, et donc on va aller au plus grave. Le plus grave dans la PMA, c'est le don de gamètes. Dans la gestation pour autrui, il y a de multiples problèmes pour un enfant, notamment le fait que soit programmé, le fait de le séparer de la femme qui l'a porté. On sait très bien que c'est une situation à fort risque traumatique pour les enfants, tout ça on pourrait développer. Mais la PMA de la GPA, dans l'immense majorité des cas, suppose également un don de gamètes. Et en tout cas, il y a cette séparation charnelle. Donc qu'est-ce qui est commun? Ce qui est commun, c'est qu'il s'agit de concevoir un enfant d'une manière qui, de façon délibérée, organise la mise à l'écart d'un des géniteurs de l'enfant, donc d'un de ce qu'on appelle les parents biologiques. Donc on met à l'écart délibérément un des géniteurs de l'enfant au profit d'un parent d'intention. Où est le problème? Eh bien, d'abord, est-ce que c'est un problème? Il faut juste réfléchir un instant. Quel est l'adulte qui accepterait de se voir attribuer un enfant qui n'est pas le sien? Il n'y a qu'à juste à penser au contentieux qui existe quand il y a des échanges d'enfants par erreur dans les maternités. C'est le cataclysme. C'est le cataclysme. Mais là, déjà, il y a un côté émotionnel avec l'enfant qui a été attendu pendant la grossesse, tout ça. Donc, bon, déjà, je trouve que cet exemple est évocateur. Mais là où c'est le plus évocateur, pour voir l'injustice qui est faite à l'enfant, par le fait d'écarter délibérément un de ses parents biologiques, c'est les hypothèses d'erreur de gamètes et d'embryons dans le cadre des procréations médicalement assistées. Donc vous avez un couple qui recourt à la PMA et qui entend avoir un enfant issu de ses propres gamètes. Il se trouve qu'il y a eu une erreur d'éprouvette, et donc la femme a été inséminée avec des gamètes d'un autre homme que son conjoint, ou alors on lui a implanté un embryon qui n'est pas issu du couple. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? C'est l'agence de la biomédecine qui s'occupe de superviser toutes ces pratiques, qui a... Bon, mais les chiffres datent de 2014, enfin je pense qu'on va s'en contenter, parce que ça ne s'est pas métamorphosé depuis, c'est pareil. Ils ont répertorié 17 erreurs. Bon, dans l'absolu, c'est pas énorme. Très franchement, je pense qu'il y en a largement plus, mais enfin, en tout cas, il y a 17 erreurs qui ont été découvertes et signalées. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? Bon, déjà, on a des procès, les couples attaquent l'hôpital en responsabilité. Parce que ils sont pas contents. Ils sont pas contents de quoi, d'ailleurs? Quel est leur préjudice? Ils attendent un enfant, c'est ce qu'ils voulaient, non? Il se trouve que l'enfant n'est pas issu de leur gamète. Et tout à coup, ça leur pose problème. Que ce soit pas leur enfant biologique. Ça leur pose problème au point qu'ils attaquent l'hôpital. Et est-ce que vous savez combien il y a d'enfants qui ont exercé des actions? Aucun. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aucun n'est né. Parce que, comme nous l'explique un des membres du conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine, je ne sais plus son nom, mais je pourrais vous le retrouver si ça vous intéresse, il expliquait dans l'interview qu'il se félicitait que dans les 17 cas qui ont été répertoriés, heureusement,
les erreurs ont été découvertes à temps pour que des interruptions de grossesse puissent être proposées aux couples. Et donc, pour les couples, c'était tellement un problème d'avoir un enfant qui arrivait qui n'était pas issu de leur gamète qu'ils ont préféré carrément mettre fin à la grossesse, alors que même dans la moitié des cas, il venait au moins de l'un ou de l'autre. Donc si les adultes, pour eux, c'est un tel problème d'avoir un enfant qui n'est pas issu de leur gamète, quand ils n'ont pas décidé, qu'ils préfèrent carrément mettre fin à la grossesse dans 100% des cas visiblement, comment admettre de façon péremptoire que pour les enfants, ça devrait être totalement indifférent de se voir attribuer ou non leur géniteur? Il y a un truc qui cloche là, qui ne va pas. Et d'ailleurs, il y a qu'à attendre quelques années et on verra les procès arriver. Bon, alors en dehors de cet argument qui relève un petit peu du ressenti, on s'est dit pourquoi pour les uns ça pourrait être hyper important et pour les autres c'est censé être complètement secondaire. Il faudrait savoir, soit c'est important d'être issu de quelqu'un, soit c'est secondaire. Bon, et quand même, juridiquement, la France a ratifié un texte qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant, qui pose dans son article 7 le droit pour l'enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents, d'être élevé par eux. Pour le contexte de l'article 7, c'est la naissance de l'enfant qui a le droit à sa naissance, à une nationalité, etc. Donc clairement, les parents qui sont désignés sont les parents de naissance, autrement dit les parents biologiques. Donc, à partir du moment où, là, on a un texte qui pose le droit de tout individu, dans la mesure du possible, parce que parfois l'État ne peut pas garantir à tous les enfants de connaître leurs parents et d'être élevés par eux. Hein, tout simplement, lorsque les parents sont décédés, déjà c'est plus possible. Et puis parfois on ne les connaît pas. Et puis parfois ça n'est pas possible, on va y revenir. Donc, à partir du moment où on pose le droit pour l'enfant dans la mesure du possible de connaître ses parents et d'être élevé par eux, on ne peut même pas envisager des pratiques qui délibérément organisent la méconnaissance de ce droit. Hein, voilà. Donc, très souvent, on entend dire que... donc, il y a le texte de loi, et puis il y a aussi l'exemple... En gros, les adultes ne supporteraient pas ce qu'ils imposent aux enfants, concrètement. Hein. Alors, on dit souvent, oui, non, mais regardez, d'ailleurs, il y a quand même le cas de l'adoption. En fait, la PMA avec donneur ou la GPA, à la fin, ça ressemble à de l'adoption. Et ça, c'est le gros argument. Mais en fait, ça n'a strictement rien à voir. Parce que justement, l'adoption, c'est prévu en droit français. Et pourtant, ce n'est pas contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que fait l'adoption? L'adoption, c'est une institution qui... Et ça, je crois que c'est vraiment le béaba de tout. S'il y a une seule chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention aujourd'hui dans mon speech, c'est ça. Parce que c'est vraiment le point central et fondamental qui est à l'origine de beaucoup de confusion. Qu'est-ce que fait l'adoption? L'adoption, c'est une institution qui est au service de l'enfant et qui s'occupe de réparer au mieux le fait que l'enfant a été privé par les malheurs de la vie de son père, de sa mère ou des deux. Donc, on va réparer ça en le confiant à des parents adoptifs. Mais qu'est-ce que font la PMA et la GPA avec donneur? Elles ne réparent rien du tout pour l'enfant. Elles organisent délibérément ce scénario pour que l'enfant n'ait qu'un seul parent connu, de manière à laisser la place à un deuxième parent qui est candidat à la parenté. Donc ce que l'adoption répare, la PMA et la GPA l'organisent. Donc c'est pourquoi le fait que l'adoption existe ne peut pas servir de prétexte pour banaliser le fait d'écarter un parent biologique. C'est tout à fait différent de réparer le fait qu'un enfant n'ait qu'un seul parent, ou d'organiser la venue au monde de cet enfant de telle manière qu'il n'ait qu'un seul parent, pour que, du coup, juridiquement, oui, effectivement, il est adoptable. Hein. Et alors la Cour de cassation, autrefois, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle appelait ça un détournement de l'adoption, le cas où un enfant avait été délibérément rendu adoptable pour permettre qu'il soit adopté. Et elle refusait qu'on les adoptions. Et puis, parce qu'à l'époque, c'était des couples hommes-femmes qui faisaient ça. C'était les seuls qui pouvaient adopter l'enfant de leur conjoint. Et alors, depuis qu'on a la loi Taubira, et bien là, on a l'impression que tout à coup, on est décérébré. Et que, dès lors qu'il s'agirait de deux hommes, il faudrait pouvoir laisser l'adoption prononcée. Mais il s'agit exactement du même détournement de l'adoption. Et finalement, sous prétexte de donner les mêmes droits, ce qui était déjà faux, hein, parce que personne n'a le droit à un enfant, à en adopter un, à en fabriquer un, ça n'existe pas, donc il n'y avait même pas ce droit-là. Sous prétexte de donner les pseudo-mêmes droits, finalement, on donne plus de droits aux couples de même sexe, parce qu'eux, ils auraient le droit de détourner l'adoption en plus. Vous voyez, donc, voilà, à chaque fois qu'on veut lutter contre une fausse inégalité, on instaure des inégalités qui sont bien réelles, qui vont beaucoup plus loin que prévu à la fin.